soir, Snoop Dogg. Snoop Doggy Dogg. Alors qu'est-ce qu'on attend? Snoop Dogg va gagner 8 millions de dollars au JO. Sticky, yiki, yiki. Ah ouais, Snoop Dogg cet été, il a fait un carton en France lors des Jeux Olympiques. Comment allez-vous? Même Emmanuel Macron a posté une photo avec lui. Mais c'est pas pour ses talents sportifs qu'il s'est fait connaître, non, encore moins pour le rap. Bonjour. Oui. Et vive les Jeux Olympiques! Vive les Jeux Olympiques. Vive les chocs à pic, il a dit. Et franchement, ça a porté ses fruits. Les ventes des chocs à pic les semaines qui suivies ont grimpé de 300%. Il y a même le PIB du Qatar qui en est jaloux. En interview, Snoop, c'est le gars le plus cool et sympa du monde. Mais dès que t'écoutes ses morceaux, c'est un autre homme, non? Un gangster certifié avec des armes, des et des insultes envers les femmes. Dans sa jeunesse, il a déjà fait un passage par la prison. Plus tard, il a échappé de justesse à une peine pour... Et comme tout bon rappeur qui se respecte, il a bien sûr été accusé pour V sur une femme. Mais tout ça encore, c'est léger. Sa plus grosse accusation, le plus gros dossier qui pèse sur lui, c'est celle de Tupac Shakur. Ouais, il fait partie des accusés. Accusé pour Tupac. Alors on se rappelle qu'à l'époque, il y avait d'énormes tensions entre les rappeurs, entre la côte Est et la côte Ouest. C'est Tupac contre Biggie. Et Tupac et Snoop, ils sont méga potes. Enfin... en apparence, parce que Tupac, lui, il était catégorique. Le conflit avec Biggie, c'est du sérieux. Même pas en rêve, on fera un album avec Biggie. Et Snoop Dogg en face, il dit dans une interview qu'il respecte beaucoup Notorious B.I.G. et Diddy. Et puis, en plein milieu de tout ça, toi et moi, on fait cette grande interview. T'as demandé, qu'est-ce que tu penses de Puffy et Biggie? J'ai répondu, je suis cool avec eux. J'ai envie de faire de la musique avec eux, de bosser avec eux. Il a probablement pris ça comme si j'étais plus avec lui. Death Row m'a vu comme un traître. T'étais du côté de l'ennemi. En fait, c'est comme si Tupac, c'était un Marseillais, et avec son pote supporter de l'OM, un jour, il le voit à la télé, dans les tribunes du PSG avec le maillot. Forcément, il en a gros. Ah, la tension, elle était à son comble. Snoop, il a même eu peur qu'ils en finissent avec lui. Après l'interview, l'ambiance avait complètement changé. Le lendemain, on a pris l'avion pour retourner à Los Angeles et Suge n'a laissé aucun de mes gardes du corps monter avec moi. J'ai dû voler avec lui, ses potes et Pac. En arrivant, je lui ai dit « Quoi de neuf, Pac ?» Et il a fait. Il me calculait même pas. Alors je suis parti au fond de l'avion, j'ai pris une couverture, un couteau et une fourchette. Je me suis couvert jusqu'au nez et j'ai fait semblant de dormir tout le long. Snoop n'avait aucune idée que ce vol super tendu sera la dernière fois qu'il a vu Tupac vivant. Et ils m'ont pas dit un seul mot pendant tout le vol. Et c'est un vol de 5 heures, un jet privé. Quand je descends de l'avion, je dis « Cousin, tu vas à Vegas ?» Et il me fait juste un signe comme ça. Et 3 jours après, Tupac, il se fait titi dessus. Et vu que Snoop Dogg et Tupac, à ce moment-là, ils étaient en grosse tension, et puis surtout Snoop Dogg, il avait peur que ce soit Tupac qui le bute, il y en a plein qui pensent que c'est Snoop Dogg qui a commandé le de Tupac. Voici les arguments. Il a prévenu son pote de pas y aller. Snoop Dogg, il a prévenu son pote Das Dillinger de ne pas aller à Las Vegas avec Tupac, parce que il sentait quelque chose arriver. Cette mise en garde soulève tout de suite une question. Mais d'où tu savais qu'il y avait quelque chose qui arrive? Et deux, pourquoi tu ne l'as pas dit à Tupac? Talkie-walkie info en direct. Un autre élément troublant, c'est que Warren G, un proche de Snoop Dogg, a révélé sur le podcast Drink Champs que lui et Snoop ont appris la fusillade via un talkie-walkie Nextel. Il n'y a que les équipes de la sécurité à Las Vegas qui utilisaient ce genre de matériel pour communiquer entre eux, et Snoop pouvait recevoir leur signal à Los Angeles. Tout de suite, on s'interroge, mais pourquoi Snoop avait-il ce genre de matériel? Et comment ça se fait qu'il était déjà branché sur les fréquences à ce moment-là? C'est comme s'il était prévenu en avance. Collaboration trahison. Et le pire, c'est qu'à peine quelques semaines après, Snoop et Das Dillinger, ils font une collaboration avec DeAndre Smith, une personne que Suge accuse d'être liée au de Tupac. Il n'y a rien de sûr, mais tout le monde l'accuse. Et si t'es Snoop Dogg et si Tupac c'est ton vrai pote, tout de suite on a une question sur ta réelle loyauté pour lui. Fausse visite à l'hôpital. Publiquement, dans plusieurs interviews, Snoop Dogg raconte toujours qu'il a été à l'hôpital visiter Tupac, donc allongé sur son lit de mort. Il raconte toujours qu'il est arrivé, il était en pleine émotion, on pleure. Quand il a vu Tupac comme ça entre la vie et la mort, il était tellement émotionné qu'il a perdu connaissance et il est tombé. Mais en face, t'as Suge Knight qui raconte qu'il a passé tout son temps avec Tupac durant tout son séjour à l'hôpital jusqu'à sa mort et qu'il n'a pas vu une seule fois Snoop Dogg, qui n'est pas du tout venu, et qui raconte ça juste pour embellir son image. Ah ouais, Snoop Dogg, c'est loin d'être un ange. Mais aujourd'hui, parfois, il est considéré comme le mec le plus gentil de la planète. Avec son visage, c'est devenu un mème. Alors qu'à la base, c'est une légende du rap hardcore.
Mais comment a-t-il réussi à faire ce virage à 180? Alors moi, tout de suite, je vous le dis, je suis un gros fan. J'en connais beaucoup sur Snoop. J'ai saigné ses albums, mais de ouf. Et toi d'ailleurs, c'est quoi le premier son de Snoop que t'as entendu? C'est Who Am I, Still Dre ou Drop It Like It's Hot? Mets un gros like à cette vidéo si tu respectes Snoop Dogg. Et maintenant, dites-moi, êtes-vous prêt à découvrir, mais qui est vraiment Snoop Dogg? Est-ce que c'est un faux gangster ou alors un faux gentil? Alors, c'est parti. L'enfance. Snoop Dogg, de son vrai prénom Calvin Broadus, est né le 20 octobre 1971 à Long Beach, en Californie. Ses parents, Beverly Tate et Vernel Vernado, avaient des vies aussi créatives que mouvementées. Sa maman, Beverly, originaire du Mississippi, était écrivaine et fervente évangéliste. Son père, Vernel, était un vétéran du Vietnam. Après sa carrière militaire, il a travaillé comme facteur, tout en jouant du tambour dans un groupe de gospel appelé The Sensational Vernado Brothers. Il lui arrivait aussi de même chanter sur scène. Son père biologique a quitté sa famille peu après la naissance de Snoop, quand il avait 3 mois. Et c'est son beau-père qui lui a donné son nom de famille et son prénom Calvin. Cependant, c'est à son père biologique que Calvin doit ses talents musicaux, qui se sont manifestés très tôt d'ailleurs. Enfant, le futur Snoop jouait déjà au piano et chantait dans une chorale de l'église. Son père se souvient de son enfant en disant « Je le considérais comme un génie ». Même à 6 ou 7 ans, dès que la musique commençait, il sautait, dansait et imitait tous les mouvements avec ses mains. Un mélange de foi, de musique et de résilience. Voilà d'où vient Snoop. Les débuts dans le rap. Quand Snoop était en 6e, il a entendu du rap pour la première fois. Et ça a été une révélation. Très vite, son intérêt pour ce style musical s'est transformé en passion. Surtout lorsqu'il a trouvé un allié, son pote Warren Griffin, qui deviendra très célèbre sous le nom de Warren G. Je le kiffe beaucoup aussi. Au collège, Snoop affûtait déjà ses skills et rêvait de conquérir le monde avec ses rimes. Et il avait raison d'y croire. Comme il le raconte lui-même, quand je rappais dans les couloirs de l'école, je rassemblais tellement de monde que le directeur pensait qu'il y avait une bagarre. C'est là que j'ai compris que j'avais un don. Mon rap intéressait les autres. Et ça m'a poussé à m'intéresser à moi. Mais à cette époque, la reconnaissance sur scène était encore loin. Snoop chantait toujours dans la chorale de l'église, jouait du piano et explorait d'autres talents. Vu déjà sa taille gigantesque pour son âge, forcément il se débrouillait à fond dans le basket. Et il rêvait même d'une carrière dans le football américain. Ceux qui le connaissaient le décrivaient comme un élève appliqué, un choriste enthousiaste et un sportif prometteur. Gang des Crips. Mais l'univers dans lequel il grandissait lui réservait tout un autre sort. Déjà, il vivait dans les quartiers chauds de Los Angeles et même sur le plan familial, son beau-père a aussi quitté leur famille quelques années après la naissance de Snoop. Sa maman s'est donc retrouvée seule avec 3 enfants à charge. Calvin et ses 2 demi-frères. Elle travaillait sans relâche pour subvenir aux besoins de la famille, ce qui forçait Calvin à devenir autonome dès son plus jeune âge. Il faisait tout pour l'aider. Il vendait des bonbons, il distribuait les journaux, il emballait des courses, tous les petits boulots possibles, mais il était payé des cacahuètes. Mais grandir trop vite a eu son revers. Ce début de vie d'adulte prématuré l'a entraîné vers une existence plus chaotique, marquée par une tendance à traîner dans la rue et adopter un mode de vie illicite. Autour de lui, beaucoup de jeunes issus de familles en difficulté se retrouvaient à prendre des mauvais chemins, rejoignant les gangs locaux. Et Calvin n'a pas fait exception. Il a intégré le gang des Crips, l'un des gangs les plus connus dans la région. Et il a commencé à se lancer dans la vente de substances illicites. C'était un choix qui n'avait rien de glamour, mais dans les quartiers où il vivait, c'était presque la voie logique. La rue devenait une école à part entière, avec ses propres règles. Et Calvin était un élève studieux, mais dans la pire des matières. Quand sa maman a découvert ses activités illégales, elle a explosé de colère. À seulement 16 ans, Calvin a dû quitter la maison, ne voyant pas d'autre moyen d'aider sa famille et tout en restant fidèle à lui-même. Plus tard, il dira sur cette période « Tu vois ta mère se battre pour améliorer la vie de tout le monde. Et toi, tu te sens inutile, incapable de l'aider. Alors j'ai fait ce que je pensais être juste. J'ai gagné mon propre argent. J'avais décidé de ne plus dépendre d'elle. » Working at Lucky's, and I was getting like $85, $90 a week. And my homeboys were standing out in front of my apartment where I lived at, making like $1,500 a night. So, 1 + 1 = 2. Et bien sûr, la vie criminelle, ça rapporte, mais c'est un CDD bien court quand on parle de liberté. Il faisait souvent des allers-retours dans les commissariats jusqu'à ce que ça se termine par un premier séjour en prison. Condamné pour possession de C, il passe 6 mois dans la prison du comté de Wayside. J'ai beaucoup appris là-bas. Mais franchement, ce n'est pas l'endroit où tu veux apprendre. Son père, de son côté, a dit que la prison l'a aidé à grandir et à devenir plus fort. Quoi qu'il en soit, Snoop n'est pas reparti les mains vides. Les histoires entendues derrière les barreaux ont nourri ses textes de rap,
transformant les galères en inspiration musicale. Et en 1991, après 3 ans de galères régulières avec la justice, d'aller-retour en prison, Snoop y sort enfin et il en a marre. Et il décide de prendre une nouvelle position, c'est il faut réussir dans la musique. Se consacrer pleinement au rap. À cette époque, il travaillait encore dans une épicerie, mais lui et son pote Warren G continuaient de rêver de percée musicale. Malgré la réalité dure du quotidien, leur ambition restait intacte, et ce n'était qu'une question de temps. Rencontre avec Dr. Dre. À cette époque, Snoop, il vivait un peu partout où il pouvait poser ses affaires. L'une de ses bases principales, c'était chez son ami Warren G, qui débutait alors comme DJ, et c'est là que la carrière de Snoop a réellement commencé à prendre forme. Avec Warren et son cousin Ned Dogg, ils forment leur premier groupe de rap, baptisé 213, 213, en référence à l'indicatif téléphonique de leur ville, le Long Beach. Pendant des années, le trio perfectionne son style et enregistre des cassettes artisanales, qui leur valent une certaine popularité dans les quartiers de Long Beach. Et avec le temps, les morceaux de Snoop Dogg gagnaient en qualité, en professionnalisme. Vraiment, il affûtait ses skills et son style musical. Et les gars, ils commençaient à vraiment croire en leur talent. Mais il y avait un problème. À qui montrer leurs cassettes pour que quelqu'un d'influent reconnaisse leur potentiel? Et c'est là que Warren G, il sort un joker de sa poche. Et ce n'est pas n'importe lequel, c'est son demi-frère, qui s'appelle André Romell Young. Ah oui, ça vous dit rien. Non mais, ça rime pas avec un nom de rappeur connu? André, Dre? Oui. Le demi-frère de Warren G, c'est Dr. Dre, déjà une légende à l'époque. Et donc Warren G lui fait écouter une cassette de Snoop, et Dre n'a pas juste été surpris, il a été complètement épaté par cette démo de Snoop. La voix, le flow, le style. Back to 81, when I was somewhat young, in King Park is where I hung, chilling with my homies from Lower Street. Sentant un potentiel énorme en Snoop, Dr. Dre a insisté pour que Warren G et lui viennent immédiatement au studio. Ah ouais, c'est vraiment le truc dont rêvent tous les rappeurs. Album The Chronic. Dre et Snoop, ils se sont rapidement connectés, ils ont commencé à bosser ensemble. Leur première collaboration a donné naissance au tout premier single solo de Dr. Dre après son départ de NWA, Deep Cover. Cette chanson écrite pour la bande originale du film du même nom a immédiatement rencontré un énorme succès. Avec une telle exposition, le morceau est devenu un hit quasi automatique. Imaginez Snoop Dogg, il y a à peine un mois, il bossait dans une épicerie et là il enregistre un hit avec Dr. Dre. Et là, tout s'enchaîne. Dr. Dre prend la carrière de Snoop en main et ensemble, ils entament une marche triomphale vers la conquête du monde du hip-hop. Mais avant de se concentrer sur l'album de Snoop, Dre décide de terminer son premier album solo, qui s'appelle The Chronic. Et c'est juste une légende du rap, vraiment, genre un de mes albums préférés. Mouah. Ce disque va redéfinir le rap, autant sur le plan musical que lyrique. Dre y crée un nouveau style, le G-Funk, mêlant des grooves funky, des basses lourdes et des textes crus. La participation de Snoop sur cet album est déterminante. Sa voix unique, ses rimes détendues collent parfaitement à l'ambiance de Long Beach que Dre met en avant. En fait, Snoop possède cette nonchalance naturelle et il raconte qu'avant, il a essayé de rapper comme tous les autres rappeurs comme Ice Cube ou autres. Il dit genre de rapper des trucs crus, genre avec une grosse voix, dire « je suis un gangster, j'ai des flingues, je suis méchant ». Mais en fait, vu que c'était un mec tout que, vous vous rappelez du corps de Snoop, c'est un cure-dent géant. Il était pas pris au sérieux quand dans les concerts il disait avec une droite je te couche, les gens ils rigolaient. Du coup il a dit vas-y, bah si c'est comme ça, je vais juste raconter ma vraie vie, que je passe mon temps à chiller, à rouler en voiture, à hum des meufs et à fufu des V. Et tout ça dans un mood les plus chill possible. The Chronic devient triple disque de platine et reste à ce jour l'un des albums de rap hardcore les plus vendus de l'histoire. Plus qu'un succès, c'est une révolution musicale qui installe définitivement le son West Coast au sommet du rap américain. Et en 1993, Snoop a seulement 22 ans et il a déjà marqué l'histoire. Il a déjà participé à l'un des meilleurs albums de rap, il a contribué à l'invention du G-Funk, il était couronné le roi de la West Coast et son visage ornait déjà la couverture du magazine Rolling Stones. Et tout ça, je le précise, sans avoir sorti le moindre album solo. Et personne ne savait réellement qui c'était. Snoop jouait volontairement la carte du silence. Il préférait rester une énigme, refusant de trop se dévoiler au public. Et paradoxalement, cette attitude mystérieuse ne faisait qu'alimenter sa popularité, le propulsant encore plus haut dans la culture hip-hop. Et son album solo était méga attendu. Doggy Style. Be on the lookout for that brand new Snoop Dogg album.
It's called Doggy Style, produced by Dr. Dre. L'album tant attendu de Snoop Dogg, qui s'appelle Doggy Style, sort enfin le 23 novembre 1993. Et il dépasse immédiatement toutes les attentes des fans. Et franchement, c'est pas une surprise. Un mois avant la sortie du premier single, Who Am I, ou alors What's My Name, il a déjà mis tout le monde d'accord. Le morceau fait un carton instantané, un vrai coup de maître pour teaser l'album. Son album rappelle beaucoup The Chronic, ce qui est à peu près logique parce que tous les morceaux ont été produits par Dr. Dre. On l'appelle parfois la copie conforme de The Chronic. Alors moi je vous conseille d'écouter les deux en même temps, à la suite. Dès sa sortie, l'album débute directement à la première place du Billboard. Aux États-Unis en tout, il s'est vendu à 6 millions d'exemplaires et à 14 millions dans le monde entier. Un succès monumental, surtout pour un premier album. Et comme tout produit ultra populaire, Doggy Style a suscité à la fois des éloges et des critiques. Snoop a rapidement été pointé du doigt pour son usage fréquent des termes comme pip pour qualifier les femmes et pour évoquer des violences avec elles sans aucun remords. Snoop a répondu « S'il y avait plus de femmes comme ma mère, j'aurais pas besoin de rapper sur des pips ». Mais en réalité, à cette époque, malgré ses textes super provocateurs, Snoop, il est loin de courir les filles. Non, au contraire, il est fidèle à une seule. Il avait rencontré son grand amour, Chanté Taylor, alors qu'ils étaient encore au lycée. Et en 1994, le couple accueille leur premier enfant, un fils prénommé Corday. Ah, c'est une facette plus tendre de Snoop, loin de celle qu'il affichait dans ses morceaux. Procès. Et il n'y a pas que grâce à la qualité de la musique que tout le monde parlait de cet album. Snoop Dogg n'a jamais caché son passé dans les gangs ni les activités criminelles. Mais beaucoup de ces histoires sont restées dans l'ombre, pour des raisons évidentes. Cependant, en août 1993, alors que Snoop commençait à devenir une figure publique, un événement a éclaté au grand jour. Impossible de le dissimuler. Par une soirée d'été, il passait un moment tranquille dans un parc de Los Angeles. Snoop s'est retrouvé face à face avec des membres d'un gang rival. Ils ont commencé à s'insulter, rapidement les choses ont dégénéré et l'un des membres de l'autre gang a pointé une arme sur Snoop. Heureusement que Snoop n'était pas seul, il était avec son garde du corps, qui lui a vite réagi et il a tiré en premier. 2 balles ont donc touché ce gars du gang là qui avait agressé Snoop Dogg, mais lorsque la police arrive, les choses ont pris une autre tournure. Snoop et son garde du corps ont été arrêtés et une longue bataille judiciaire a commencé. En fait, le procureur s'est interrogé. Pourquoi les 2 balles avaient-elles touché les victimes dans le dos? Parce qu'à la base, dans le ghetto et surtout chez les Crips, tirer dans le dos, c'est pire que taper entre les jambes. Et surtout, si c'était vraiment de la légitime défense, où est l'arme de l'agresseur? Parce qu'ils n'ont pas trouvé d'arme avec lequel le gars a pointé Snoop. Donc forcément, ça paraît très chelou. Ces questions ont jeté le doute et l'affaire a traîné pendant 3 ans. Et finalement, le 21 février 1996, Snoop a été complètement acquitté. We, the jury in the Bubba Tyler action, find the defendant, Calvin Brodus, not guilty of the crime of murder in the first degree, in violation of Penal Code section. I just bowed my head and just prayed to God. I'm thankful. Donc cette affaire a terriblement marqué Snoop Dogg, mais elle a surtout boosté sa carrière. Ah ouais, pour un rappeur selon de réputation de clout, c'est génial. C'est un vrai gangster quoi. Rencontre avec Tupac. Et juste après son acquittement, Snoop s'est remis au travail pour écrire son 2e album. Mais pendant ce temps-là, chez Death Row, les choses devenaient de plus en plus étranges et dangereuses. La cause, c'est Suge Knight. En 1995, Suge avait littéralement sorti Tupac de prison, où ce dernier purgeait une peine de 4 ans et demi. Suge avait déboursé 1,5 million de dollars pour payer sa caution, mais à une seule condition, que Tupac signe un contrat avec Death Row Records. De son côté, Dr. Dre, il a commencé à être dégoûté par la corruption grandissante de Suge et des affaires illégales qui se multipliaient à l'intérieur du label. Et donc il a décidé de quitter le label. Et Snoop ne l'a pas suivi. Il est resté chez Death Row. Suge, grisé par l'argent et le pouvoir, devenait incontrôlable. Et résultat, ce n'est pas Dre qui a produit l'album de Snoop, The Dogfather, mais Suge Knight lui-même. Snoop, à ce moment-là, il a commencé vraiment à se séparer de Dre. Ils se fréquentaient quasi plus. Pendant que Tupac était chez Death Row, lui et Snoop sont rapidement devenus très proches. Ils passaient beaucoup de temps ensemble, en studio ou dehors, à enregistrer les morceaux et à traîner. Snoop décrira cette relation en disant « Il est devenu une partie de ma famille ». Donc sous l'influence de l'atmosphère explosive de chez Death Row, Snoop a commencé à se sentir invincible. Et avec Tupac à ses côtés et cette ambiance de famille, il voulait protéger les siens coûte que coûte. Et cette confiance l'a parfois poussé à dépasser ses limites. Quand les tensions entre la côte Est et la côte Ouest ont explosé, Snoop a littéralement craqué. Lors d'une cérémonie à New York, il a insulté les habitants de la côte Est, attisant encore plus les flammes de cette rivalité déjà explosive. Wait. The East Coast don't love Dr. Dre and Snoop Dogg? The East Coast ain't got no love for Dr. Dre and Snoop Dogg and Death Row? Y'all don't love us? Y'all don't love us? Well, let it be known then. We know y'all East Coast. We know
we at? East Coast of... Et quelques jours plus tard, alors qu'ils tournaient un clip dans les rues de New York, ils se sont fait tirer dessus. Rien de grave, mais de quoi bien te faire réfléchir. Ah, cet épisode l'a secoué. Snoop a compris qu'il jouait avec le feu et a décidé de calmer le jeu. Et donc lors d'une interview, il a pris tout le monde de court en déclarant qu'il n'avait rien contre Biggie et Gigi et qu'il respectait leur travail. Et oui, c'est de cette interview dont on a parlé. Mais ce geste censé désamorcer les tensions a eu l'effet inverse sur Tupac, comme on a vu. Ce dernier a vu cette déclaration comme une trahison. Snoop, qui était son allié, est devenu un ennemi à ses yeux. Et ensuite, donc, c'était ce fameux voyage en avion. Et vous savez ce qui est arrivé à Tupac. La paix East-West. Et donc, après Tupac, en mars 97, c'est la mort de Biggie qui en suit. Alors, pour que tout ça s'arrête, Snoop Dogg a émergé comme un véritable artisan de paix. Fatigué par ces conflits qui avaient coûté si cher à la communauté hip-hop, il a décidé de jouer un rôle actif dans la réconciliation. En 1997, Snoop a rejoint Puff Daddy, figure emblématique de la côte Est à l'époque, lors d'une émission télévisée marquante. Ensemble, ils ont officiellement annoncé la fin des hostilités entre les deux côtes. Ils ont appelé la jeunesse à s'unir pour construire un avenir plus paisible. Et surtout ensemble. Ah vraiment, c'était un moment historique qui a marqué un tournant. Ils ont signé un pacte d'unité, ils ont même organisé une tournée et un album entre les artistes de la East et de la West. Et peut-être que ce changement d'attitude de Snoop Dogg était aussi influencé par des événements heureux dans sa vie professionnelle. En 1997, il a enfin épousé sa compagne de longue date, Chanté Taylor. Et le couple a accueilli leur deuxième enfant, un garçon nommé Cordell. Et pour couper avec toutes ces ambiances malsaines, Snoop décide de quitter Death Row. Vie après Death Row. En 1998, Snoop signe avec le label No Limit Records et simplifie son blaze en Snoop Dogg au lieu de Snoop Doggy Dogg. Pendant les années qui suivent, il sort 3 albums. The Game is to be sold, not to be told. No Limit Top Dog et The Last Meal. Durant cette période, Snoop cultive son image de gangsta, rastaman et même pimp. Un de ses moments les plus marquants reste son apparition au MTV Video Music Awards où il arrive sur scène accompagné de 2 mannequins à moitié nus, tenus en laisse. Une provocation qui a marqué des esprits. Et sur le plan personnel, la famille de Snoop continue de s'agrandir. En 1999, sa femme, Chanté, donne naissance à leur fille, Cory. Mais cependant, sa vie privée n'était pas exempte de turbulences. En 1998, naît Julian Curry Brodas, un fils issu de sa relation cachée avec Laurie Holmond. Oui, Snoop a trompé sa femme, et pas qu'une fois. Et je pense pas que c'est une révélation pour quelqu'un. Snoop ne reconnaîtra cet enfant qu'en 2007. C'est l'époque où ils ont divorcé avec sa femme parce qu'il l'a trompé beaucoup trop, mais après quelques années, ils sont remariés. Donc Snoop, au final, même s'il a eu une petite période de célibat, il est resté avec la même fille de son lycée jusqu'à aujourd'hui. Comeback avec Dre. Comme vous l'avez deviné, je pense, les albums de Snoop sortis sous le No Limit Records n'étaient pas des francs succès, ni commercialement, ni de la part des critiques. Ces disques manquaient d'assurance et d'originalité qui avaient marqué ses premières œuvres. Et surtout, beaucoup de fans regrettaient l'absence de son duo emblématique avec Dr. Dre. Mais en 1999, cette frustration a été largement récompensée avec la sortie du légendaire Still Dre. Un morceau qui a conquis littéralement la planète. Tout le monde l'a déjà entendu, rien qu'à entendre les petites notes au début là. Ce titre phare a propulsé l'album 2001 de Dr. Dre au statut de multiplatine. Ironie du sort, c'est que le texte de Still Dre n'a pas été écrit ni par Dre ni par Snoop, mais par une autre légende du rap américain, Jay-Z. Ouais, c'est lui qui a tout écrit. Et à peine en une journée. Genre, le gars, il était là, allez, petit instru, je balance un truc au pif, je leur vends ça. Ah, ça va jamais marcher de toute façon. Et imaginez à quel point ça a dû être frustrant pour lui de voir une chanson qu'il a écrite être un immense succès, mais pour un autre artiste. Donc, l'album 2001 de Dr. Dre, d'ailleurs, sorti en 1999. Pareil, mais qu'est-ce que c'est un classique. Mais Dre, c'est un génie, un dieu. Cet album marque l'apogée non seulement pour Dre, mais aussi pour Snoop Dogg. Avec des morceaux comme Still Dre ou alors The Next Episode, les deux artistes sont devenus les icônes mondiales. Bien au-delà du hip-hop. Tout le monde, même ceux qui n'écoutaient pas de rap, écoutaient ces morceaux. C'était une époque où leur musique régnait sur les radios, les boîtes de nuit et même les sonneries téléphones. Oui, ça peut paraître bizarre pour les plus jeunes, mais à l'époque, on avait des sonneries de téléphone avec des musiques.
Hein, on n'avait pas tous la même sonnerie. Et pour Snoop, ce succès a été une rampe de lancement qui lui a permis de surfer sur cette vague pendant des années. Quoi qu'il sorte, ses albums marchaient toujours. Il y avait toujours un ou deux hits, comme celui-là, il y a genre Beautiful avec Pharrell Williams. Mais sinon, bon, il est vraiment pas ouf. Hein. Il y a eu bien sûr Drop It Like It's Hot avec sa collaboration avec Pharrell Williams qui a encore plus cartonné. Pas besoin de révolutionner le game. Le public l'adorait. Que ce soit pour ses rimes, pour son flow ou simplement son personnage ultra cool. Avec son attitude détendue et son légendaire sourire, il est devenu bien plus qu'un rappeur. Snoop était une vibe, une marque à lui tout seul. Il a commencé à faire du cinéma, à participer aux émissions TV, il était invité de partout, il a fait des jeux vidéo. Après sa carrière, il a eu plusieurs tournants. À un moment donné, il va se consacrer au Rastafari, il deviendra Snoop Lion. La même année, il aura la chance de ressusciter Tupac sur scène en faisant un morceau avec lui en hologramme. En tout, il a aujourd'hui réalisé 18 albums solo. Il a notamment été le producteur d'un film Pono, nommé Doggy Style. Il a apparu dans des matchs de catch et il a aussi démarré une chaîne YouTube dédiée aux interviews défoncées à laver. Parfois, je me dis qu'il a eu la meilleure carrière du monde. C'est vrai, on dirait quasi un sans faute. Situation financière. Avec une activité artistique et business aussi intense, c'est pas étonnant que Snoop ce soit un gros blindé. Pour vous dire, il a même employé un mec pour lui rouler des J. What kind of income can a guy make? Between $40,000 and $50,000 a year. Really? That is... Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Le mec, il paye 50 000 balles l'année à un gars qui lui roule des J. Aujourd'hui, sa fortune est estimée à 150 millions de dollars, avec un revenu annuel moyen de 15 millions, provenant de ses concerts, ses royalties, ses ventes de musique, apparitions au cinéma et production de labels. Ces concerts à eux seuls peuvent rapporter jusqu'à 105 000 dollars par performance. Snoop dépense principalement son argent dans ses deux passions, les voitures et l'immobilier. En 1994, il achète sa première maison pour 660 000 dollars. Fidèle à son amour du confort et à son sens du style, il transforme cette demeure selon ses goûts, doublant la superficie de 278 à 560 mètres carrés, pour y inclure entre autres un studio d'enregistrement privé, de ses somptueux intérieurs, de sa piscine et de son terrain de basket. Il vendra finalement ce nid douillet en 2007 pour 1,8 million de dollars. Ça va, bon profit. En 1998, Snoop acquiert un nouveau manoir, cette fois à Diamond Bar en Californie, pour 720 000 dollars. Situé dans un quartier résidentiel paisible près de Los Angeles, cette propriété de 350 mètres carrés reste à ce jour son lieu de résidence principal. Un cadre idyllique pour un artiste qui a su allier luxe et sérénité. Donc ça va, il n'est pas excessif, il se met pas des grosses villas à la Jay-Z et Beyoncé. Quand on réfléchit à tout ce que cet homme incroyable a traversé et a accompli dans sa vie, une chose devient évidente. Snoop Dogg est une source inépuisable d'énergie et un véritable générateur d'idées brillantes. Ah ouais, ça peut pas juste être un hasard. Il est riche, débordant de vitalité et il est clair qu'il a encore beaucoup à offrir. Snoop n'a pas fini de nous surprendre, je vous le dis moi. D'ailleurs, là, je crois qu'il sort un nouvel album dans quelques jours. Et peut-être que le meilleur de sa carrière est encore à venir. En tout cas, moi j'espère que mes meilleures vidéos sont encore à venir. Donc pour ne pas louper tout ça, mets un gros like là tout de suite à cette vidéo. Donnez-moi vos avis sur Snoop Dogg dans les commentaires. N'oubliez pas que je suis là après la sortie de la vidéo pour vous lire et vous répondre. En tout cas, moi je vous fais des gros yagadakis et j'ai déjà hâte de vous retrouver vendredi pour une nouvelle vidéo qui va arriver vraiment très bientôt.